ce que je souhaitais partager aujourd'hui avec vous, c'est une réflexion que j'ai eue avec mes collègues, donc Aurélien Doitran, hop là, qui est maintenant maître de conférence à Mathéis et qui a passé un peu plus d'1 an en postdoc avec moi, qui avait une expérience sur l'approche en critères couplés de Dominique Le Guillon. Donc, dans mon talk, il y aura 3 parties. Les 2 premières seront associées aux critères couplés. Et la dernière, il y a encore du critère couplé, mais confronté à une approche de description de la rupture par Facefield. Et ça, c'est un travail que l'on a mené avec Gergel Molnar et Anthony Gravouille, mes collègues au LAMCOS, à l'INSA de Lyon. Donc avant de débuter, j'aimerais surtout dire que ce n'est pas un travail juste personnel que j'aurais mené moi-même. C'est le fruit de discussions riches, stimulantes et toujours agréables avec mes collègues que j'aimerais saluer dans ce premier transparent. Alors, il va s'agir de quoi? Il va s'agir en fait d'aborder la mécanique de la rupture. On va rester dans le cadre élastique, fragile ou élastique endommageable. On ne va pas prendre en compte de plasticité dans le milieu massif, pas de plasticité dans le bulk. Et on va confronter, on va rappeler d'abord les bases de l'approche en double critère de Dominique Le Guillon, la confrontation que l'on a fait avec des expériences dédiées avec Aurélien Doitran, une confrontation de modèles entre critères couplés et modèles cohésifs, en confrontant 2 manières de répondre. Donc, on va là situer le problème. Hop là. Donc, en haut à gauche, qu'est-ce que l'on voit? On voit une éprouvette avec un trou qu'on va mettre en compression uniaxiale. On charge et au bout d'un temps, que voit-on apparaître? On voit apparaître ici l'amorce d'une fissure abrupte. Dans la plupart des cas, la fissure ne va pas se propager de manière progressive. Donc là, c'est un problème distinct de la mécanique de la rupture habituelle. Pourquoi? Parce que l'entaille, elle, n'est pas aiguë. Ce n'est pas une entaille naturelle. On parle ici d'entaille angulaire, ou en anglais, on dirait un notch. Et on va voir que ça, c'est un problème qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer en mécanique de la rupture, ou pas suffisamment, et qui peut être riche d'enseignements. Donc c'est le problème qu'avait d'abord regardé Dominique dès 2002, quand il a formulé son critère couplé. C'est un problème qu'on peut regarder avec d'autres méthodes de description, des modèles cohésifs, dans lesquels j'ai beaucoup œuvré. Et aujourd'hui, pour décrire la rupture, les modèles de Facefield sont extrêmement populaires. Donc l'idée, ça va être quoi? D'abord, faire des comparaisons avec l'expérience. Sans dire que l'expérience est un juge de paix, l'expérience permet de voir au moins si la description rend au moins compte des observations. Et ensuite, on va essayer de faire dialoguer ces différentes descriptions pour savoir les informations que l'on peut croiser ou comment on peut mieux interpréter une description vis-à-vis d'un autre. Donc, on aura 3 parties, et 3 parties à peu près équilibrées. D'abord, on regardera la rupture depuis un notch, comme je viens de l'esquisser. On aura d'abord un rappel rapide du double critère, les résultats essentiels de mon point de vue, et la confrontation de ces prédictions-là avec des manips. Ensuite, eh bien, on se servira du critère couplé, non pas comme une description, mais on s'en servira pour faire des expérimentations numériques. On se mettra dans différentes configurations, on analysera la rupture dans l'esprit du critère couplé que l'on voit là, et on confrontera ça avec des modèles de zones cohésives et voir comment l'on pourra ajuster, tâche qui est difficile, des modèles de zones cohésives à partir d'expériences de rupture où l'on n'a pas une fissure naturelle, mais un notch. Et dans une dernière partie, la plus récente, c'est un papier que nous avons publié tous les 4 dans TAFM cet été, on abordera un petit peu une question qui est un petit peu dans l'air du temps, qui est l'interprétation de la longueur caractéristique que l'on voit apparaître dans le modèle de Facefield, comment l'identifier, quelle est sa signification, et qu'est-ce que l'on peut apprendre en confrontant expérience numérique de critères couplés et prédiction de Facefield. Ce sera juste une petite partie de cette étude qu'on a publiée récemment. Alors on y va, et on démarre avec la partie 1. Donc dans le mode important ici, c'est abrupt crack initiation. Donc on va voir une structure, on la charge, et subitement, une fissure va apparaître. On va l'analyser dans un cadre quasi statique, et on va d'abord rappeler les bases du critère couplé. On va voir quelle est la contrainte à rupture, la contrainte critique à rupture et
l'associer à la ténacité ou le taux de restitution d'énergie critique. Alors d'abord, le critère couplé. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, un rapide rappel ici. Donc, c'est le papier original de 2002 dans European Journal of Mechanics. Donc, Dominique, son résultat essentiel, c'est de dire que, et c'est un résultat que les gens revisitent, reformulent récemment, c'est que pour qu'une fissure se propage, il y a deux conditions à satisfaire. La condition qu'on regarde numéro 1, parce qu'on a Griffith en tête, c'est un taux de restitution d'énergie qui doit atteindre une valeur critique pour que la fissure commence à se propager. Ça fonctionne bien quand on a une fissure qui est aiguë, quand on a un initial crack. Quand on a un notch, on va assez rapidement satisfaire, ou plus facilement satisfaire, le critère en énergie. Énergie élastique emmagasinée suffisante pour créer de la surface libre, mais ce critère-là n'est plus suffisant. Il faudrait lui adjoindre une autre condition, une condition en contrainte, qui stipule que quoi? Que le long du plan de symétrie de l'entaille, on va devoir excéder une contrainte critique caractéristique du matériau et satisfaire à la fois une condition en contrainte, au voisinage du notch, et une condition d'énergie élastique emmagasinée suffisante pour voir la fissure se propager. Alors, qu'est-ce qu'on écrit ici? Energy balance. Donc ça, c'est le terme cinétique en général, enfin, d'accélération. Les effets inertiels, on va les négliger. Ici, la création de la fissure. Ici, la variation de l'énergie élastique emmagasinée. On est quasi statique, tout ceci doit être positif ou nul. Et on va comparer le taux de restitution d'énergie qu'on va appeler incrémental, parce qu'il va calculer la différence entre l'énergie élastique stockée pour la configuration initiale et l'énergie élastique emmagasinée pour le même niveau de chargement, mais avec une fissure qui se serait propagée sur une surface grand S. Quelle est la force de tout cela? C'est qu'on peut mettre ça en équation extrêmement aisément, parce que le problème est élastique et linéaire. Donc on sait calculer W0 pour un chargement macroscopique imposé grand U que l'on voit ici. L'on calcule ce que l'on voit ici à gauche. On fait la même chose pour différentes étendues de fissures à droite. Donc on peut, tout est élastique, donc tout est proportionnel. On peut emmagasiner cette quantité-là, la stocker, et on verra par la suite comment la tracer. Même chose pour le critère en contrainte. Que va-t-on regarder? On va regarder la répartition de la contrainte en avant du notch que l'on voit ici. D'abord pour la configuration sans propagation de la fissure, quand S est égal à S0, et au cours de la propagation, comme on le voit à cet endroit-là. Que va-t-on apprendre de ces deux quantités-là? Tout est extrêmement bien expliqué dans le papier de Dominique Leguillon. Donc, on aura un chargement, en rouge ici, le U-stress, c'est le chargement imposé, qui est, dans lequel on peut définir la contrainte critique qui est là vis-à-vis d'un paramètre géométrique qui prend en compte la surface de la fissure que l'on considère. Un autre critère qui est lié au critère en énergie, on a le déplacement qui peut être donné par le taux de restitution d'énergie critique moins le paramètre géométrique associé à la variation d'énergie élastique stockée pour les différentes configurations. Et maintenant, la question est la suivante. À partir de quand est-ce que l'on va avoir la propagation de la fissure? Critère couplé signifie quoi? Ça signifie que l'on va satisfaire à la fois la partie rouge, que vous voyez en bas à gauche, et la partie bleue que l'on voit ici. On vient égaler ces deux quantités et on a abouti à la condition qui est celle-ci. Ultra simple, ultra efficace à coder. Évidemment, c'est un cas simplifié. On ne peut considérer que des fissures qui sont dans le plan que l'on a ici, ou alors prédéfinir le trajet de chargement. Mais qu'est-ce que cela permet de faire? Eh bien, ça permet de visualiser les conditions de chargement que l'on voit là. Donc, qu'est-ce que l'on montre ici? Donc là, c'est normalisé. On met G critique sur G incrémental sur G critique. Donc, on voit que l'énergie élastique stockée en fonction pour un niveau de chargement donné, en fonction de la surface de la rupture qui s'est propagée, eh bien, augmente, passe le terme qui est ici. Donc là, le point qui est ici correspond à quoi donc? À satisfaire G égale à GC, Griffith. Mais cela ne suffit pas. Il faut également avoir une répartition de la contrainte en aval du notch suffisante, qui
qui doit dépasser le terme caractéristique sigma c qui est ici pour, à partir de là, avoir l'amorçage de la propagation. Qu'est-ce qui se passe si on est juste avant? Le notch reste le notch. Aucune fissure ne s'est propagée. Lorsque l'on a atteint le point qui est ici, spontanément, cette étendue de fissure-là va apparaître. Ça, c'est une information importante. Au début, Dominique regardait beaucoup des coins, des notches, et c'est l'analyse qu'il en a faite. On verra qu'expérimentalement, ça peut être riche d'informations. Donc, on peut illustrer ça d'une autre manière en mettant le chargement macroscopique grand U qui est ici, aborder le critère en contrainte, aborder le critère en énergie et voir à partir de quand les deux conditions sont satisfaites. Bon. On apprend des choses. Donc, on a le taux de restitution d'énergie. Tant qu'on est inférieur à GC, il ne se passe rien. Donc, ou on n'a pas démarré, ou alors on s'arrête. Si on a une propagation stable, on atteint le critère en énergie, mais au cours de la propagation, la valeur de G diminue, donc la propagation sera contrôlée. Si l'on est instable, on va avoir, au cours de la propagation, le taux de restitution d'énergie qui augmente, qui reste supérieur à GC, et la fissure qui se propage. Alors, jusqu'à présent, on a travaillé avec la quantité qui est ici. Enfin, on a présenté la quantité qui est ici. Et en réalité, la quantité qui est là suppose que la répartition des contraintes au cours de la propagation, que le niveau de chargement reste identique. Ça, c'est une petite hypothèse. Petite hypothèse plus ou moins forte, mais qu'on peut lever en passant à la dérivée de la quantité qui est là et définir le G tel qu'il est exprimé là. Donc, en fait, on a deux manières d'exprimer l'énergie élastique stockée vis-à-vis de la longueur de l'entaille, mais on aboutit en fait à la même analyse. Ce qui est intéressant ici, c'est ce que l'on va voir juste après, c'est de voir que ici, on va prendre la courbe qui est là, on satisfait la condition, là on a l'amorçage de la fissuration abrupte. Dans toute cette partie-là, on est supérieur à G égale à GC. Donc au pire, on aura la propagation sur toute la longueur qui est ici. Et l'énergie ici assurée en vert, elle est encore disponible pour aller un tout petit peu plus loin. Donc on va prédire deux niveaux d'avancée de la fissure, une étendue minimum, un S min qui est ici, par la suite on appellera ça le L min, et un niveau maximum, le S max qui est ici, on appellera ça le S max. Donc on va encadrer l'étendue de la propagation abrupte de la fissure. Pourquoi abrupte? Parce que l'on a en réalité excédé l'énergie élastique stockée nécessaire pour créer de la surface libre. Et pourquoi on a retenu toute cette énergie-là? Parce qu'on n'en a pas satisfait le critère en contrainte. Donc ça, c'est important. Donc on va voir qu'au cours du chargement, on va avoir, à partir d'un notch, une fissuration qui va être abrupte, et on peut également prédire, comme on aura les valeurs de U imposées en contrainte ou en énergie, associer la force critique en relation avec cet événement. Ça, c'est la base. Et la base, elle a été confrontée à des résultats disponibles dans la littérature, un notch en flexion 3 points, en flexion 4 points, abondamment analysé. Eh bien, avec Aurélien Doitran, nous avons défini un petit protocole expérimental et notre objectif, ça va être expérimentalement de définir, d'identifier la force critique à l'amorçage de la propagation abrupte, d'évaluer et de mesurer la longueur critique associée et se mettre dans ce schéma-là, là, ici, vers le bas. Si on est unstable propagation et ça casse abruptement, la manip ne nous sert à rien. Si ça se propage de manière stable, c'est intéressant, ça peut arriver, mais ce n'est pas là qu'on va apprendre le plus. Là, on revient quelque part à la mécanique de la rupture standard. On va chercher à mettre en évidence expérimentalement ces deux paramètres-là. Et donc, on y va. Donc, on vient là, donc ce sont des plaques de PMMA, 10 mm d'épais. On vient avec de la découpe laser faire un trou. Alors, je vous accorde qu'il y a des défauts, etc. Mais si défaut il y a, les défauts sont reproductibles. On met ça entre deux plateaux en compression. Donc, ce plateau-là est fixe horizontal. Le plateau qui est ici, on a mis Swillen-Platten. Il est rotulé pour bien garantir qu'on a une compression uniaxiale. On a un échantillon qui est transparent. Donc, on peut visualiser la fissure. Et qu'est-ce que l'on fait? On charge. Donc, on aura
20 configurations, donc 5 angles bêta différents et 4 tailles de trous distinctes. La taille d'un trou, ça va être la longueur du côté que l'on voit là. 2 spécimens par, 2 essais pardon, par configuration. Alors le displacement rate, c'est toujours le même, c'est faible. Voilà. Il n'y a pas d'effet de vitesse. Dans les polymères, c'est toujours un petit peu important de... Enfin, c'est pas toujours un petit peu. C'est toujours important de travailler avec une vitesse de chargement qui est la même. On visualise ça avec une caméra optique. Ce que je vais montrer là, il n'y aura pas de mouchetis, mais on a travaillé également sur de la corrélation d'image. On a une fréquence qui est modeste, mais suffisante. Et parce qu'on a une fréquence qui est modeste, on a une incertitude sur la longueur de la fissure que de 2 dixièmes. Et que je vous montre là, je vous montre une vidéo d'un essai qu'on avait réalisé au tout début. Donc là, on retrouve le plateau mobile qui est en haut, on appuie vers le bas. Et on appuie vers le bas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vient écraser le notch qui est ici, qui aura tendance à s'ouvrir en mode 1, et l'on va essayer de visualiser s'il y a une rupture, une fissuration abrupte. On y va. Voilà, attention. Pardon. Alors, regardez. Boum. Vous avez entendu le bruit? C'est ça, c'est ce que l'on appelle abrupt. Donc pour nous, si on continue à charger, ça se propagerait gentiment, entre guillemets, en tout cas de manière contrôlée, en compression. Les gens qui font de la fissuration lente sur le verre, c'est ce qu'ils ne font rien d'autre que ça. On prend une plaque en verre, un trou, et ça se propage au niveau des pôles sud et nord, comme on le voit là. Là, on voit, donc là, on mesurerait la longueur de fissuration, qui est celle-ci. On voit qu'il y a une différence entre surface et centre. Ce que l'on va reporter, ce sera toujours au centre. Et voilà le résultat de cette expérience-là. Donc, quand on a ceci, que peut-on enregistrer? On enregistre force déplacement et on relève la force critique. A, B, C et D, j'explique juste après ce que c'est. C'est différentes tailles de trous et différents angles. Dans certains cas, on a un petit pop-in. Bon, on ne lui donne pas trop de signification. Ce n'est pas une chute brutale avant de réamorcer. Dans la plupart des cas, c'était simultané. Pas toujours. D'abord, c'était parfois un, puis un autre. On restait dans l'axe de symétrie. Ça ne nous a pas semblé ultra critique. Voilà. Donc, on fait l'essai. Information numéro 1, la force à partir de laquelle on a la propagation abrupte de la fissure. Et on appelle ça, nous, la force critique, le PC1. On continue. Donc, on a 2 configurations suivant les angles. Donc là, un angle qui est faible par rapport à un angle qui est évasé. Donc, plus l'angle était faible, plus la longueur d'amorçage de la fissure abrupte était petite. Plus l'angle était évasé, plus l'on pouvait emmagasiner d'énergie en quelque sorte, et plus ce phénomène-là, un petit peu comme on le voyait dans la vidéo, se manifestait. Alors parfois, il faut le dire, à partir d'un défaut. Voilà. Donc là, c'est un petit peu ennuyeux, c'est pas vraiment tout à fait un notch. On le reporte quand même. Mais bien souvent, on a des choses, comme on en voit ici notamment, qui apparaissaient. Alors, on rassemble un petit peu tous nos résultats. Et vous voyez que plus la taille du trou, plus l'angle d'évasion, plus l'angle bêta qui est ici est important, plus la longueur à l'amorçage est importante. Plus la taille du trou était petite, ça avait également une conséquence sur la... Donc là, c'est même angle, on va de plus en plus petit. Même angle verticalement, la taille du trou à la longueur du côté ici là, diminue. Même taille de côté ici, l'angle ici diminue. On passe de 120 à 70. Donc on va comparer chacun de ces résultats-là. Et chacun des résultats-là sont, eh bien, pour chaque échantillon A, B, C et D, ce qui distingue les échantillons A, B, C et D, c'est la longueur du rhombus hole du trou que l'on a. Et ici, l'angle d'évasion au niveau des pôles. On voit qu'il y a un petit peu de dispersion, hein, il faut le reconnaître. Mais on a des informations. Et donc, on voit une force critique à l'amorçage de la fissure abrupte qui tend à diminuer, dans tous les cas, hein, plus ou moins. Dans le rouge, ça se voit bien, dans le bleu également, avec l'angle bêta, mais également, il y a une corrélation avec
la dimension du trou. Pour chacun des échantillons, nous avons relevé eh bien, la longueur critique d'amorçage. Et là, il faut reconnaître qu'entre 70 et 80, cette longueur, l'étendue abrupte de la propagation de l'amorçage de la fissure est modeste. Et il vient marqué pour les angles ici importants. Donc, ce sont ces informations-là qui vont être pour nous les plus discriminantes et les plus intéressantes. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qu'il faut pour faire une analyse dans le cadre du double critère. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On prend en compte les plans de symétrie, le premier et le deuxième. On fait une analyse en 3D quand c'est nécessaire. On débute par une analyse en 2D. Ici, on rappelle les paramètres matériaux du PMMA. Donc, un module Young de 3 GPa. C'est un petit peu moins parfois, mais c'est réaliste. Le poisson qui est bon, le sigma C à 72 et le GC qu'on aura identifié a posteriori à 250 joules par mètre carré. Donc là, c'est plutôt un PMMA qui est plutôt fragile pour avoir de l'expérience sur le PMMA. Mais quand même qui résiste à la rupture. Alors, on y va. Quand on fait des éléments finis, il faut se soucier un petit peu de la tête de l'élément. Est-ce qu'on capture bien les champs? Pour cela, on a une longueur caractéristique qui est le EGC sur sigma C carré. Donc, c'est un peu l'étendue de la process zone, si on raisonne modèle cohésif, qui est là de 1 dixième et demi. Donc, il faut que nos éléments soient un petit peu plus petits que ça pour espérer bien attraper les champs. C'est ce que l'on montre ici. On a fait une comparaison entre analyse 2D et 3D et les effets de bord s'ils se manifestaient. On a une plaque de 10 mm d'épais, donc il y en a, mais ce n'est pas ultra dramatique, comme on peut le voir ici. Mais, cependant, l'étendue de la longueur de fissuration abrupte que l'on considérera, dans tous les cas, ce sera celle au centre de l'échantillon, là où elle est la plus grande. Alors, on arrive à ceci, et quelles sont nos prédictions? Eh bien, les prédictions sont celles que l'on voit là. Ici, l'on voit la force nécessaire estimée avec les paramètres que l'on a vus précédemment pour avoir l'amorçage de la fissuration abrupte. On voit la décroissance avec l'angle que l'on a vu tout à l'heure et la décroissance avec la taille du trou augmentant que l'on a vu tout à l'heure. Qualitativement, on est très très bon. Et ce qui est très intéressant, ça va être de confronter ces prédictions de saut de propagation abrupte de la fissure à partir du notch. Cela augmente avec l'angle, comme on l'a vu avant. On se retrouve avec deux valeurs, la valeur minimum et la valeur maximum, que l'on a discuté juste avant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est le moment de vérité où on compare ça à l'expérience. Alors, est-on satisfait? Donc, pour les petits trous que l'on a ici, au niveau de la force d'amorçage, jusqu'à 1 point. Donc, ça, ce sont les prédictions du modèle. Ça, c'est ce qu'on a relevé expérimentalement. La partie à gauche, là, clairement, on n'est pas très bon. Oublions celui-ci. Regardons le KB, un trou un petit peu plus grand. Là, on rend mieux compte de la tendance pour la force critique d'amorçage, ce que les gens comparent souvent, en fait, pour ces configurations-là, entre double critère et expérience. On augmente la taille du hall à nouveau. Là, on est quand même beaucoup plus proche. Moi, je trouve ça extrêmement très satisfaisant. Et le KD, pour lesquels est plus grand, on est dans la bonne gamme. Alors, dire qu'on aura toujours cette barre-là, entre la longueur minimum et la longueur maximum, mais on voit qu'on encadre proprement les valeurs d'amorçage à la fissure, notamment pour les grands angles d'évasement. Pour le plus petit, là, c'est toujours un petit peu difficile. Donc, les tendances expérimentales, elles sont bien rendues compte par le critère couplé. La diminution de la force d'amorçage avec la taille du trou augmentant et la même chose avec l'angle. C'est comme on disait juste avant. On continue ici. On vient de discuter les tendances par rapport à la force critique d'amorçage. Et maintenant, qu'en est-il pour l'étendue de la fissure dans la propagation abrupte? Ça, c'est la question. Ça, c'est l'apport du double critère. L'expérience que l'on voit là, les prédictions min-max, min-max, min-max que l'on voit ici. On est qualitativement satisfait.
on a des bonnes tendances. Et cette information-là, elle est pour nous, on va voir pour nous, capitale. Donc c'est le même ordre de grandeur, on va dire, on ne peut pas dire qu'on n'a pas cherché à fitter les paramètres, c'est ça qui est important. On est parti avec les jeux de paramètres que l'on avait au départ. Si ensuite on déclenchait une moulinette, entre guillemets, de calibration pour ajuster GC, pour ajuster sigma C, il est certain, on ne l'a pas fait, mais il est certain que l'on serait meilleur dans cette confrontation-là. Donc, ce que l'on a fait, ce que l'on a fait, on s'est mis dans une configuration avec un notch, on a vu la propagation instable, on a regardé l'arrêt. Donc, avec la configuration en compression que l'on a là, cela fonctionne. Et c'est une configuration qu'on ne voit pas beaucoup dans la littérature. Et nous, ce que l'on a souhaité faire, c'est faire à la fois l'expérience pour mesurer les conditions, enfin, pour maîtriser les conditions expérimentales et avec l'expérience d'Aurélien Doitran, l'exploitation dans le cadre du double critère, avec l'aide de Dominique Leguillon, bien entendu. Donc, le next step, qu'on n'a pas encore fait, ce sera ici, une caractérisation et une identification plus fine des paramètres matériaux pour la plaque de PMA que l'on avait. Partie numéro 1. On a un double critère qui nous permet de décrire, qui nous permet d'attraper la force critique à l'amorçage de la fissuration. Ça, ce n'est pas une grande nouveauté, mais qui nous permet d'estimer, et dans un cadre simple, l'étendue de la longueur de fissure qui est générée. Alors, à partir de là, faire un dialogue prédiction-expérience, c'est ultra intuitif quand on vient de la mécanique des solides ou de la mécanique des matériaux. À partir de là, on essaie de confronter un petit peu nos points de vue. À un problème posé, la rupture d'un échantillon qui contient un trou rhomboédrique, quelle va être la prédiction donnée par le double critère, on a vu, et celle qu'on obtiendrait avec un modèle de zone cohésive. Donc un modèle de zone cohésive, on fait juste un petit rappel. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est aller chasser. Donc là, on voit une fissure macroscopique, on zoome un petit peu, on voit ici une surface inférieure et une surface supérieure. Donc là, on a un saut de déplacement, une surface libre. Ça, c'est une fissure. On zoome un petit peu ici. On a une discontinuité du champ de déplacement entre inférieur et supérieur. On a un saut de déplacement, mais entre la surface inférieure et supérieure, on a des fibrilles qui vont ponter les deux surfaces et qui vont transmettre une force. Donc là, on a saut de déplacement, mais les tractions sur les surfaces inférieures et supérieures qui sont non nulles. Ça, c'est une zone cohésive. Et c'est la zone d'élaboration entre le matériau massif et le matériau rompu. Donc c'est là qu'une fissure va germer. Bon, alors, on oublie la partie nucléation qu'on a regardée dans le temps à l'époque par dynamique moléculaire et on vient juste mentionner ça. Que comment est-ce que l'on décrit ça dans un cadre de mécanique des milieux continus? Eh bien, on vient idéaliser un petit peu la structure et on va définir une relation traction-ouverture représentative du mécanisme de rupture. Et le représentatif du mécanisme de rupture, eh bien, ça peut être, dans le cadre général, une relation traction-ouverture. Le mode normal en montre uniquement, qui va être toute plate et qui se casse la figure. Cela, ce serait le modèle de Dugdale. Un modèle triangulaire, donc dès qu'on atteint une traction locale critique, on aura une décohésion de la matière jusqu'à une ouverture critique. Le point qui est ici, de même que le point qui est là, correspond à l'apparition d'une fissure localement. Et un cas un peu différent, un autre profil. Dès qu'on atteint la valeur de la traction critique, eh bien, on a une décroissance exponentielle là, de la traction jusqu'à une valeur qui est suffisante. Donc, là, l'on a emprunté la description. On peut proposer différents modèles de zones cohésives. Mais là, on a fait simple. On a pris un modèle qui est indépendant de la vitesse de chargement. Ce qui est discutable pour les polymères, mais c'est ce que l'on a pris. Qu'est-ce que l'on a changé? On a changé le profil de la relation traction-ouverture. On a gardé l'air sous la courbe identique, ce qui se traduit par quoi? Ce qui se traduit par, et la valeur de la traction critique identique également, c'est l'ouverture de la fissure à l'amorçage d'une fissure, l'ouverture de la zone cohésive à l'amorçage d'une fissure localement qui change. On fait ça, on fait la simulation du problème de l'échantillon en compression avec le trou rhomboédrique, on va voir le saut, la propagation, de manière certaine. C'est juste fastidieux. C'est juste employer la force brutale pour décrire la rupture. On aime bien, et on l'a fait dans notre groupe dans le temps, regarder
un mécanisme de rupture avec un modèle de zone cohésive, quand on cherche à voir l'influence d'effets de structure localement ou la compétition entre plasticité et rupture. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est avoir une description du modèle cohésif qui est réaliste. Et cette tâche-là, l'identification de T critique ici, delta max que l'on voit là, et le profil, c'est une tâche qui est ardue. Il y a différentes manières de faire. J'en rappellerai quelques-unes, mais on va voir en quoi le double critère peut aider dans cet aspect-là. Alors, on a regardé une autre configuration. On n'a pas regardé le confronte, on a regardé le wedge test, parce que c'est ultra simple à coder, on l'avait à disposition, on avait commencé à travailler là-dessus. Et qu'est-ce que l'on a ici? Alpha égale à 1, c'est le Dugdale, et alpha de plus grand que 1, c'est l'exponentielle. On modélise l'essai, donc la configuration initiale avec une pré-fissure ici, puis là on voit la fissure se propager. Et on regarde macroscopiquement la relation force appliquée ici sur le côté en fonction du déplacement appliqué également sur le côté. Voilà. C'est l'information numéro 1 qu'on est capable d'enregistrer. Donc ce que l'on observe ici, c'est que une fois que la fissure commence à se propager, il n'y a aucune différence sur les courbes force-déplacement. Ça ne va pas être discriminant. Là où va se manifester l'influence du profil de la zone cohésive, ça va être sur la valeur de la force critique que l'on atteint ici. Elle sera supérieure pour un modèle de Dugdale et elle sera inférieure pour un modèle avec une exponentielle décroissante. Ça, c'est l'information numéro 1 que tout le monde a. L'information numéro 2, également importante, c'est de voir la vitesse d'avancée de la fissure, donc la longueur de la fissure engendrée grand L, en fonction du déplacement macroscopique UX que l'on impose. Et là, on voit également qu'en fonction des profils traction-ouverture, eh bien, on n'a pas la même réponse. Donc, cette information-là, cette deuxième information-là, on la qualifie de locale. On suit localement parce qu'il faut traquer, il faut suivre la fissure, là, au cours du chargement. Bon, eh bien, on y va. L'on continue. Donc, la longueur de la fissure dépend du profil des zones cohésives, ce que l'on vient de dire. Donc, on va essayer de voir dans quelle mesure on peut identifier un profil de zone cohésive en regardant le step d'amorçage. Donc, on va confronter prédiction cohésive et critères couplés. Dans les deux cas, l'on doit avoir l'air sous la courbe d'un modèle cohésif, c'est le taux de restitution d'énergie, si on est élastique. Le sigma c, c'est la valeur de la traction agissant sur la surface cohésive à partir de laquelle la décohésion a lieu. Et on a les mêmes ingrédients au départ pour le modèle, pour le critère couplé. Alors, on y va. Donc, on revient sur le petit problème de rhomboèdre. On prend... on considère les plans, la symétrie horizontale et verticale que l'on a ici. On charge. Donc, avec le critère couplé, on va voir que l'on a une petite fissure, un saut de fissure qui apparaît ici pour cette force-là, inférieure et supérieure, puis ensuite ça se propage de manière contrôlée au cours de la simulation. On fait la même chose avec un modèle CZM. Donc le modèle CZM va également montrer qu'il va y avoir une propagation abrupte de la fissure, et ça va être une étape importante, difficile dans la simulation, où on va avoir propagation d'une fissure à une force qui est quasi constante. Et ensuite, ça part de manière contrôlée. Donc, la comparaison, on la voit. On a vu tout à l'heure que, suivant le profil de la zone cohésive, la force critique d'amorçage ici pouvait être distincte. Et l'étendue du saut et cette progression-là différait également. Donc là, que montre-t-on? On montre que pour un même taux de restitution d'énergie critique, c'est l'air sous la courbe. Tout est identique. On change juste le profil. Et on voit que ça affecte, ça influence la valeur de la force de chargement à l'amorçage de la fissuration abrupte. Et on voit que cela influence également la longueur d'arrêt attendue. Ces deux informations-là, on peut les attraper expérimentalement. Là, on ne l'a pas fait. On a fait une expérience numérique avec le double critère. Mais on a un moyen là direct, ou enfin rapide, et je dirais aisé, d'identifier ce profil-là, qui est une tâche qui est d'habitude assez qui est compliquée.
Alors, voilà, donc tout est identique. On continue. Et on compare ces ZM avec les différentes valeurs de alpha, les différents profils et critères couplés. Et l'on vient tomber dans cette confrontation-là. Et ces variations-là, force d'amorçage en fonction de l'angle du rhomboèdre et longueur d'arrêt en fonction de l'angle du rhomboèdre, eh bien, sont discriminantes pour identifier le profil traction-ouverture d'un modèle cohésif. On a ça, on fait quoi? On peut regarder les effets de structure avec un matériau de base qui serait la rupture du PMMA. Qu'est-ce qui est ultra intéressant? Deux choses de mon point de vue. Réaliser un échantillon comme ça avec de la découpe laser, c'est ultra aisé. Quand on doit faire de la rupture sur un matériau type PMMA, on fait d'abord un usinage. Ensuite, par tapping, donc une lame de rasoir, on va créer une fissure naturelle. On espère que ce soit reproductible et ensuite on charge. Ce travail de préparation-là, il n'est vraiment pas aisé. Donc là, d'un point de vue accès à ces informations-là, de mon point de vue, c'est beaucoup plus aisé et également fiable. Alors, on y va et on fait un petit bilan. Donc, avantages et désavantages, bon, les calculs critères couplés sont plus rapides. Évidemment, on est élastique et linéaire, on fait un calcul avec une fissure qui se propage. C'est vrai, c'est ça l'avantage. Mais ce n'est pas ça l'intérêt majeur. Donc là, avec le modèle CZM, on prédit différents trajets de fissuration et on gagne par rapport aux critères couplés. Mais ce n'est pas ça l'avantage. L'avantage, de mon point de vue, il est là. Regardez. Là, vous voyez, ça c'est un papier célèbre en fait de Elices, Planas et deux autres auteurs, 2002, Engineering Fracture Mechanics. Pour tout un tas de... Donc, ils font différents essais de flexion 3 points. Ils enregistrent la courbe force-déplacement et ils ont toute une procédure, là, en prenant un profil de zone cohésive linéaire avec deux pentes de décharge qui sont identifiables. Ils montrent l'identification qu'ils font pour le PMMA qui est ici, comparable à la nôtre en réalité. Bon, ça va, c'est jouable, mais il faut avoir quand même une propagation qui est contrôlée au cours de la décharge, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut travailler sur plusieurs échantillons. C'est une manière de faire. Bon, je passe ici le fait que certains essayent de faire, j'ai essayé dans le temps aussi, des calculs de dynamique moléculaire pour attraper un modèle de traction-ouverture. En réalité, on surestime tout. Pourquoi? Parce qu'en dynamique moléculaire, on ne gère pas bien en fait la présence de défauts dans la structure qui sont responsables de la rupture. Donc, il y en a qui le font. Dans certains cas, c'est pertinent, type dans le monocristal de silicium, mais dans la plupart des cas, on voit des tendances, mais ça me semble une route ambitieuse, mais difficile. Ce que j'avais moi fait avec Julien Rettori il y a quelques années, c'est regarder les champs de déplacement autour d'une fissure qu'on devine ici. Et il faut quand même aller chercher une fissure naturelle, il faut quand même aller chercher, ça c'est 1 mm par 1 mm, la zone que l'on observe, 1 pixel égale à 1 micron en gros. On avait proposé une méthode inverse pour identifier le profil traction-ouverture, le T critique et le delta max. Ça fonctionne, mais à mettre en place, ce n'est pas aisé. Donc là, la méthode que l'on propose, nous semble, pour ceux qui s'intéressent à la mécanique de la rupture expérimentale, extrêmement intéressante. Voilà. Et ça, c'est la fin de la partie 2. Et on va partir à la dernière partie, la plus récente. On va comparer une description de champ de phase de la rupture avec des informations à nouveau qui proviennent du critère couplé. Donc à nouveau, on va se servir du critère couplé comme d'un matériau pour faire, d'une approche pour faire des expérimentations numériques. Et maintenant, on a bien en tête que les informations que l'on va extraire, c'est la force critique à l'amorçage de la fissure et la longueur de cette étendue abrupte que l'on va observer. On a scanné, il y a énormément de littérature sur les champs de phase d'aujourd'hui, extrêmement populaire. Donc, certains ici au LMS, autour de Jean-Jacques Marigot, ont regardé ce problème-là et ont vu une propagation abrupte. On peut dire que l'on a, dans notre modélisation, une propagation abrupte à partir d'un notch. Pour moi, ce n'est pas discriminant. Pour un modèle de zone cohésive, on y arrive aussi. Est-ce que cette longueur de propagation abrupte, est-ce qu'on la prédit correctement? Ça, pour moi, c'est discriminant et important, au moins pour comprendre les ingrédients du modèle que l'on choisit. Alors, derrière la programmation du champ de phase, il y a le travail de Gergely-Molnar. Donc là, je reprends ces équations. Donc là, la fonction densité d'énergie de déformation.
avec une partie endommageable, qui est la partie positive en tension, et une partie non endommageable, la partie en compression. Donc, pourquoi on en est venu là? Oui, dis-moi. Oui, oui, t'inquiète. On en est venu là parce qu'on a commencé à regarder sur notre rhomboèdre une version où on ne distinguait pas partie en tension et partie en compression. Et ça ne partait pas à partir du pôle, ça partait à partir de l'équateur. Donc là, il y avait une incongruité. Donc on l'a évolué, et ça, il y en a d'autres, des propositions, mais celle-ci est celle que l'on retient. Donc on distingue, donc on écrit psi en fonction des coefficients de la mu et lambda, et on va distinguer les déformations principales positives ou négatives pour distinguer traction et compression. On se donne une fonction de dégradation, une fonction d'endommagement en quelque sorte qui est celle-ci, et l'énergie du problème à minimiser, celle-ci, le T ici, c'est un bug qui est également dans notre papier qui n'a rien à voir là. On a les densités d'énergie interne, la partie endommageable et en compression. Travail des forces extérieures, des forces volumiques s'il y en a, et ici la partie qui est liée à la surface de rupture. Donc tout ça, c'est analogue. Le gradient de D pour éviter pour gérer proprement la localisation, et ici le paramètre, la longueur intrinsèque LC, que l'on voit apparaître dans les modèles cohésifs. Et la question que l'on s'est posée avec Gregor Molnar et Anthony Gravou, c'est quelle est la signification, quelle est l'interprétation de ces termes LC. Donc on trouve dans la littérature, c'est un paramètre matériau dont on sait estimer la valeur. On a un petit peu creusé ça à la lumière des prédictions d'un critère couplé. Donc on y va, tout ça c'est la machinerie numérique. Et là j'ai mis une petite remarque parce qu'en effet, en travaillant de cette manière-là, ça nous a été dit récemment, on ne garantit pas l'irréversibilité. Donc a posteriori, on voit que ça n'a pas été, l'irréversibilité a été, donc l'irréversibilité c'est des points positifs ou nuls, ici. Donc soit on la force, soit quand ça n'est pas nécessaire, on n'observe pas de violation de ce critère-là, donc on est content. Et à partir de cette description-là, qu'est-ce que l'on fait? Bon, d'abord, on regarde un problème 1D. Donc là, c'est une matière continue, totalement endommageable. On tire verticalement, eh bien, on charge, on passe par un maximum et l'on décharge gentiment. Et là, on va évoluer l'endommagement entre nul, c'est on est non endommagé, et proche de 1, totalement endommagé. Donc au passage, quand on est à 0,4, 0,5, la matière elle est quand même très 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 solide. Ça devient vraiment une fissure quand on est loin ici. Donc là, on peut déterminer, c'est montré dans le papier en annexe, comment l'on peut définir la contrainte sigma c que l'on voit ici, avec un coefficient ici qui dépend de certaines propriétés matériaux. Les propriétés matériaux retenues sont celles-ci, la valeur de LC qui vaut 0,2. Traction uniaxiale, c'est le chargement qui est en pointillé rouge ici. On peut étendre ça sur tout le quadrant sigma 1, sigma 2. Et en faisant ça, on n'observe que la contrainte critique de rupture va dépendre, ça c'est l'expression classique, là, le EGC sur LC, racine 2, de la contrainte critique à rupture, mais cela dépend d'une fonction état ici, donc qui dépend des coefficients de Poisson certes, mais qui dépend surtout de la trajectoire de chargement. Ça, c'est l'information que l'on a, c'est ce que l'on a observé en regardant le cadran qui est ici. En faisant différentes trajectoires de déformation, celle-ci, celle-là, d'autres, eh bien, l'on n'a pas la même valeur de la contrainte critique de rupture. Donc, on distingue, nous, la longueur caractéristique matériau, ça c'est en gros un Dugdale donne cette information-là, et une autre qui serait déjà hybride entre la longueur caractéristique matériau et un terme qui dépend des conditions de chargement, en gros. Alors, je veux montrer qu'une partie des résultats que l'on a publiés. On regarde le center crack, la fissure centrale, sollicité en traction, ici le maillage. On peut résoudre un certain nombre de choses analytiquement, donc on prend les papiers de Westergaard au départ ou d'autres plus récents. On a la répartition de la contrainte dans le plan de symétrie. On a ici la position le long du plan de symétrie et vis-à-vis de la fissure pour laquelle, le dernier point pour lequel on atteint sigma y supérieur ou égal à sigma critique que l'on a vu précédemment. On se souvient de Griffith. On va avoir le taux de restitution d'énergie, l'énergie nécessaire pour créer la fissure localement.
la condition de Griffith et le taux de restitution d'énergie égal à GC. Cela nous donne une propagation abrupte de la fissure vis-à-vis de ce critère-là qui est celle-ci. Donc, delta A de sigma, c'est l'expression de l'étendue approximativement avec le critère en contrainte. Delta AG, c'est l'expression de l'étendue de la fissure avec le critère en énergie. On vient les égaler et on se retrouve avec une contrainte critique sigma YC qui est ici, qui dépend, de termes qui dépendent du matériau, mais qui dépend également, regardez ce que l'on voit apparaître là, la longueur initiale de la fissure. Donc cela signifie que l'on n'est plus, si vous me permettez, avec cette expression-là seule, où la longueur de la fissure avait disparu, on fait apparaître, avec le critère couplé, un terme dépendant de la longueur de défaut que l'on a initialement, et qui revient ici également. Donc, qu'est-ce que l'on met en pointillé bleu ici? On met l'expression de la contrainte critique de la fissure appliquée à l'infini d'une structure ayant une fissure centrée, qui dépend de A0, comme on le voit là. Donc, plus A0, plus la longueur initiale de la fissure diminue, plus cette quantité devient importante. Il est montré, et certains travaux publiés ici ont montré, et on retrouve également que on a la prédiction de Griffith au départ, mais quand la fissure devient trop petite, à cause de la nécessité d'avoir deux conditions, en énergie et en force, on va voir l'apparition de la contrainte critique ici à l'amorçage de la fissure qui va saturer. En rouge, ce que l'on obtient avec le critère couplé, en triangle là, symbole, ce qui a été prédit par le modèle de champ de phase. Alors, ce qui est également intéressant, c'est de voir que la longueur du saut de la fissure varie pour les grandes fissures entre la bande inférieure donnée par le double critère et la bande supérieure donnée par le double critère, avec un point d'inflexion que l'on a observé étant égal une inflexion qui apparaît pour une taille de défaut comparable à la LC que l'on a eue au départ. Et là, je termine. Qu'est-ce que l'on peut apprendre ici? Donc, si cette fois-ci, on change LC, on voit que pour une configuration donnée, la contrainte critique d'amorçage diminue avec la taille du défaut. Et on se sert souvent de ce graphe-là pour identifier la longueur caractéristique. Cependant, on voit également, et il a été observé également, que la taille, l'étendue du saut de la fissure va également être corrélée avec la longueur LC qui apparaît dans le modèle de champ de phase. Donc là, on a une information supplémentaire qu'il faut également caler. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'on vient mesurer un sigma C. On se donne GC, on mesure sigma C, on en déduit LC. Très bien. Mais ça, ce n'est pas suffisamment discriminant. Il faut également voir si la prédiction du saut de fissure que l'on prédit est cohérent avec l'expérience. L'expérience étant pour nous le double critère. Et ça, il nous semble que c'est une information supplémentaire à prendre en compte lorsque l'on vient faire l'identification de cette longueur-là. Et si l'on dit ça, on dit implicitement que cette quantité-là n'est pas uniquement une caractéristique matériau. Avec ceci, j'ai quelques conclusions. La conclusion la plus grande, c'est que la longueur caractéristique LC, j'aurais dû dire LC, en fait, sa signification est hybride entre caractéristiques matériaux et, jusqu'à un certain point, dépend des conditions de chargement. On a fait ça pour d'autres conditions de chargement, cisaillement, fissure oblique ou autre. On n'a pas exactement la même corrélation si on est en mode 1, mode mixte ou mode 2. On ne sait pas encore pourquoi, mais on a là un effet des conditions de chargement. C'était la partie 3. Il me reste à conclure. Et nous, notre sentiment à la suite de tout cela, c'est quoi donc? C'est que le critère couplé, au-delà d'être une approche et une description de la rupture, ça nous permet de regarder des expériences et des essais de rupture de manière un petit peu distincte et pas faire une focalisation uniquement sur la force critique d'amorçage de la propagation, mais également regarder comment la propagation de la fissure se déroule. D'un point de vue expérimental, s'il y en a qui font des manips, je vais vous dire que travailler juste avec des notches qu'on découpe en laser, après en général, il faut faire un petit traitement thermique pour que ce soit bien homogène, eh bien c'est extrêmement intéressant. Pas besoin de faire des fissures naturelles. Moi, personnellement, j'exploiterais cette information-là. Et on voit que
À partir de ce genre d'informations, force critique et longueur de propagation abrupte, on peut s'en servir pour faire de la calibration de profil traction-ouverture de modèles cohésifs, tâche pas aisée, et en tout cas d'essayer de mieux comprendre l'origine de la longueur caractéristique qui est sous-jacente aux descriptions de la rupture par champ de phase. Et avec ceci, je vous remercie pour votre attention.